collègues, c'est bien d'une modification, en effet, la 11e précisément depuis le PLU inaugural de 2006. Donc une modification, c'est un ajustement des dispositions de planification. Oui, mais il n'y était pas. Et une amélioration des protections. Or, en lisant cette modification, il me semble qu'il y a un nombre de propositions très structurantes qui auraient mérité d'être approfondies dans le cadre d'une révision générale qu'il sera nécessaire d'entreprendre sans tarder, d'autant que la concomitance révision du SCOT, révision du PLU offrira une opportunité de mise en cohérence. Certes, il y a des améliorations nombreuses en matière de protection environnementale. J'en cite 3, l'augmentation des zonages A, agricoles et naturels, 170 hectares, augmentation des EBC, espaces boisés classés ou à créer, une diminution en volume des zones AU, 296 hectares en moins, mais néanmoins une augmentation des zones U, 133 hectares. J'aurais des remarques sur trois sujets. D'abord, sur la question des zones humides. La protection des zones humides est un enjeu important. Nous le partageons tous. Il est déjà inscrit dans l'actuel PLU. On sait bien qu'en matière de cartographie, d'un document de planification sur un autre, les erreurs se reproduisent, et c'est un petit peu le cas ici. En tous les cas, les actualisations n'ont pas été faites qui auraient mérité d'être reprises dans une révision. Par exemple, on trouve des zones humides sur des emprises très faibles, quelques mètres carrés, des emprises de zones humides sur des bâtiments qui sont construits depuis plus de 70 ans, comme des écoles, sur des voiries ou même sur la bande de roulement de la rocade. Je crois que ces quelques observations desservent la pertinence de l'outil et ouvriront la voie à de nombreux contentieux lorsque quelques mètres carrés seulement se trouvent sur une emprise. Il faudra procéder à de nombreuses études environnementales alors que l'intérêt n'est pas majeur. Donc j'attire l'attention sur le fait que les cartographies doivent être absolument vérifiées avant d'être produites. Deuxième chose, sur l'abaissement des seuils. On est dans une période difficile. La construction est ralentie. Aujourd'hui, donc, il est préconisé d'avoir 20% de BRS et un coefficient de logement locatif social modulable de 0 à 40%. Si je prends l'exemple de Gradient avec 30%, sur une opération de 1000 m², c'est-à-dire environ 15 logements, 7 à 8 seront en accession libre et devront compenser le coût de 7 à 8 en BRS ou logement locatif social. On peut se poser la question de l'équilibre des opérations qui peuvent mettre en difficulté des opérateurs et peut-être que des conduites d'évitement précisément sur de petits programmes parce qu'il n'y a pas la taille qui permet de compenser. J'aurais préféré à titre personnel qu'au sein d'une même enveloppe, il eût fallu peut-être faire varier, selon les situations communales, entre 0 et 50%, les parts de BRS et les parts de logement locatif social pour s'adapter aux réalités locales. Donc je pense que là-dessus, on manque peut-être une occasion de personnalisation selon le contexte des communes. Troisième élément, la question de la nature en ville, bien évidemment. Nous avons beaucoup de protections, les espaces boisés classés, les continuités paysagères, les plantations qui doivent être réalisées, les arbres protégés ou à planter, les espaces en pleine terre, les prescriptions sur les distances, et se rajoute maintenant le coefficient de végétalisation qu'il va être difficile d'apprécier et de manipuler, entre guillemets, surtout que nous prescrivons des plantations qui n'ont aucune garantie de pérennité ou dont l'entretien va se révéler assez technique, notamment les murs et les toitures de végétaliser. Donc prescrire, c'est bien, contrôler la prescription va se trouver extrêmement difficile. Et si les intentions sont louables, il est probable que nous ouvrons la voie à de nombreux contentieux là aussi. Et puis, je crois qu'il faut faire attention. La réglementation doit être appliquée. Elle est très technique et on peut relever des incohérences. Une seule, nous avons des espaces en pleine terre. Pour autant, nous autorisons les constructions des annexes de moins de 30 m², ce qui correspond normalement au pied d'un arbre qui doit être planté. Donc, d'un côté, on veut protéger les arbres et d'un autre côté, on autorise des constructions sur la même emprise. Peut-être ça n'a pas été repéré. Je dis ça pour montrer qu'il faut aller au fond des choses. À défaut, ce sont des contentieux basés sur des interprétations et les instructeurs dans les villes vont se retrouver très en difficulté. Pour conclure, la complexité des règles et leur superposition risque de rendre improductives les intentions initiales qui sont tout à fait louables, sans parler des risques de recours, tellement l'application s'avérera problématique. Moi, je pense que la prochaine révision devra mettre de l'ordre dans la réglementation, sans renoncer bien sûr à l'exigence que nous partageons et que nous appliquons sur nos territoires.
En matière d'urbanisme et de planification, souvenons-nous que le plus important, c'est la simplicité, la lisibilité et la souplesse, et que de ce point de vue, il ne faut pas oublier de laisser aux maires la possibilité de s'adapter au contexte communal. Nous n'avons pas les mêmes communes, nous n'avons pas les mêmes morphologies, nous n'avons pas les mêmes tissus, et laisser à la main des maires la possibilité de prendre en compte le contexte, c'est sans doute l'assurance d'un urbanisme moins uniforme, mais beaucoup plus pertinent sur l'intégration environnementale de nos villes.